Une gardienne qui tient en laisse un homme à terre. Des hommes nus dans le coin d'une pièce, effrayés par des chiens enragés. Des corps ensanglantés enjambés par des gardes à l'air vainqueur. Ces images, nous les avons tous vues, contre notre gré souvent. Elles ont été prises dans la prison américaine de Guantanamo. C'est pour faire cesser ce genre d'atrocité que le président Obama, fraîchement élu, signe le 22 janvier 2009 un décret par lequel il est prévu que la prison de Guantanamo fermera ses portes dès que possible, au plus tard dans l'année. Nous sommes en 2014 et Guantanamo renferme encore 164 détenus. Je ne suis pas là devant vous pour vous révéler l'existence de ce qu'est Guantanamo, vous le savez tous évidemment. Je suis seulement là pour vous dire que ça continue. En témoigne le cas, aussi emblématique que banal, de M. Obaidullah. Obaidullah a 19 ans lorsque, dans la nuit du 21 juillet 2002, les forces spéciales américaines se livrent à un raid dans la maison familiale dans le petit village de Milani, en Afghanistan. Terrorisé, lui et sa famille coopèrent. Ça n'empêchera pas les militaires de lui ligoter les mains et les pieds avec du plastique coupant et de l'obliger à rester assis contre un mur pendant des heures devant sa petite fille. Après un bref passage au sein de bases aériennes américaines, Obaidullah est transféré au centre de détention de Guantanamo en octobre 2002. C'est là que commence sa lutte effrénée pour faire valoir ses droits, bafoués par une administration américaine folle de sa guerre contre le terrorisme. Obaidullah a été arrêté et incarcéré parce qu'une source anonyme a déclaré aux autorités américaines qu'il était membre du réseau terroriste d'Al-Qaïda. Obaidullah a beau contester toute appartenance à ce groupe, il a beau tenter de convaincre les autorités qu'on l'a probablement dénoncé par vengeance, rien n'y fait. Aujourd'hui encore, Obaidullah ne sait pas qui l'a dénoncé. Les États-Unis ont toujours refusé de clarifier cette information, comme si vouloir savoir pourquoi vous êtes traité comme un chien depuis 11 ans était un caprice auquel il ne faut surtout pas céder. Mais la comparaison est clémente. On ne fait pas subir à un chien la barbarie dont a été victime Obaidullah. Sa cellule n'a pas de toilette et il est parfois, souvent, contraint de déféquer sur le sol. On le frappe tout le temps. On le jette à terre après l'avoir ligoté parfois. On l'oblige à nettoyer un hall de 600 mètres carrés avec une brosse à dents. Les interrogatoires sont des moments d'intense humiliation pour lui. Ils sont innombrables. Ils durent des heures. Il est à genoux sous des lampes aveuglantes, exténué car il a subi des privations de sommeil volontaires, désorienté car il a été placé en isolement, une technique pour que les détenus soient plus dociles, gelé parce que certains interrogatoires se déroulent dans des chambres froides, pétrifié car on le menace. Ils m'ont dit qu'ils me feraient subir des sévices sexuels si je ne coopérais pas, raconte-t-il. Ils m'ont dit qu'ils arrêteraient toute ma famille si je n'admettais pas. Ils m'ont dit qu'ils me tueraient si je ne parlais pas. Ce n'est qu'en 2004, 2 ans après son arrestation, 2 ans, qu'Obaidullah est autorisé à contester la légalité de sa détention. Mais les États-Unis sont prudents. Ils ne permettent pas aux détenus de Guantanamo d'avoir accès aux juridictions de droit commun. Non, évidemment. Des tribunaux et autres commissions ont été spécialement mis en place pour juger les combattants ennemis des États-Unis. Des parodies de juridictions censées rétablir les droits des détenus alors qu'elles les violaient encore plus. Et pour cause, puisqu'il était impossible pour eux de se faire assister d'un avocat.
Aucune de ces entités ne remettra jamais en cause la légalité de la détention d'Obaïdoula. Elle n'était tout simplement pas là pour ça. Mais les juridictions fédérales elles-mêmes finiront par être empoisonnées. En 2008, par la grâce d'une intervention de la Cour suprême américaine, Obaïdoula est enfin autorisé à contester sa détention devant un juge de droit commun, un vrai juge, aux côtés d'un avocat, le premier depuis son arrestation. L'espoir renaît. C'était sans compter sur les juridictions de l'État de Columbia, saisies de son cas, qui vont décider d'appliquer une présomption de culpabilité des détenus sur la seule base des rapports des services secrets américains. Une présomption de culpabilité, un terrible oxymore dans un état de droit. Obaïdoula ne sera pas libéré. Prisonnier pour une durée indéterminée, pour un motif indéterminé, Obaïdoula a entamé en février 2013 une grève de la faim. Elle s'est achevée en juillet dernier. Il raconte : « Je n'avais jamais participé à une grève de la faim avant. J'ai patiemment contesté ma détention devant les cours américaines. Mais je suis complètement déshumanisé, donc j'ai décidé d'agir. On m'a pris 11 ans de ma vie. Et avec ce que les autorités m'ont récemment fait subir, on m'a pris ma dignité aussi. Je perds espoir parce que je suis emprisonné à Guantanamo depuis 11 ans maintenant et je ne sais toujours pas ce que l'on va faire de moi. » Depuis qu'il a entamé cette grève, Obaïdoula est puni. Il subit des traitements toujours plus humiliants, toujours plus absurdes. Les détenus qui, avec lui, ont participé à la grève de la faim ont été nourris de force, sanglés sur une chaise, à l'aide d'un tube qu'on leur faisait passer par le nez. Aujourd'hui, ils sont enchaînés au mur, avant et après la douche, pour être fouillés. Douche que les gardiens ne s'amusent à leur proposer que la nuit, en plein sommeil. Ils ne leur en proposent jamais la journée. Les grévistes ont par ailleurs été contraints de déménager dans des cellules d'isolement, sans leurs affaires personnelles. Vous savez, ces seules petites choses qui faisaient encore d'eux des hommes, pour que leur calvaire ne cesse jamais. Le calvaire d'Obaïdoula, c'est l'histoire d'un pays touché au cœur, qui a décidé de mener une guerre acharnée contre le terrorisme. Un objectif ambitieux, louable, fondamental. Mais à quel prix ? Le calvaire d'Obaïdoula, c'est l'histoire de l'administration Bush, qui dénie expressément à des individus l'application de l'article 3 des Conventions de Genève sur le droit humanitaire auquel les États-Unis sont partis. L'article 3 dispose qu'en cas de conflit armé, l'État s'engage à traiter les détenus avec humanité et ne doit pas se livrer à des atteintes à l'intégrité corporelle, des mutilations, des traitements cruels, des tortures, des supplices, des traitements humiliants ou dégradants. Inapplicable aux détenus de Guantanamo. La violation des droits de l'homme portée en étendard. Le calvaire d'Obaïdoula, c'est l'histoire de l'administration Obama, qui organise l'impunité de ses agents en refusant de conduire des enquêtes indépendantes sur les actes de torture qu'ils ont fait subir aux détenus de Guantanamo. L'article 12 de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984 l'y oblige pourtant. Le calvaire d'Obaïdoula, c'est l'histoire d'une nation démocratique qui viole délibérément les droits de la défense de ceux qu'elle dit combattre. Les États-Unis sont pourtant partis au pacte international des droits civils et politiques, qui dispose en son article 9, paragraphe 4, que tout individu privé de liberté doit sans délai pouvoir contester la légalité de sa détention devant un juge, qui dispose en son article 14 que tout individu doit profiter d'un procès équitable. Peut-on qualifier d'équitable une procédure que vous ne pouvez contester que des années après ? Peut-on la qualifier d'équitable alors qu'elle vous prive d'accès aux juges de droit commun ? Peut-on la qualifier d'équitable tandis qu'elle établit une présomption de culpabilité sans aucun commencement de preuve ?
Peut-on la qualifier d'équitable alors qu'elle vous refuse le droit à un avocat? La réponse est dans la question. Amnesty International, ainsi que le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU, alertés par la situation d'Obaïdoula, exhortent les autorités américaines à statuer définitivement sur son cas, à ordonner sa libération ou à le juger, équitablement cette fois. Les États-Unis n'ont jamais répondu. Le respect du droit de M. Obaïdoula à un procès équitable ferait très probablement tomber le château de cartes qu'a bâti l'administration américaine autour de sa culpabilité. Mais l'issue d'un tel procès n'est finalement pas le cœur de mon propos. Car qu'Obaïdoula soit un parfait innocent ou un parfait salaud, ma plaidoirie ne changerait pas d'un iota. Parce que la dignité humaine n'est pas à géométrie variable. Parce que les droits de l'homme ne sont pas à indignation variable selon qu'ils touchent un citoyen sans histoire ou un détenu de Guantanamo. Parce que les droits de la défense sont un dû garanti à tout justiciable. Parce que les droits de l'homme sont un absolu. Et cet absolu, nous le devons à Obaïdoula. Je vous remercie.